Donc, je vais commencer par les premières heures de l'accident vasculaire. Et pour commencer, j'insisterai sur le fait que ces premières heures, en tous les cas, la rapidité et l'efficacité de la prise en charge de ces premières heures vont conditionner le pronostic fonctionnel à 3 mois de nos patients. Ces premières heures sont donc capitales. Le temps, c'est du cerveau, et c'est d'autant plus vrai compte tenu des stratégies dont on dispose actuellement de prise en charge. C'est d'autant plus vrai dans l'ischémie cérébrale, et j'ai choisi sur le temps imparti de focaliser le topo sur la prise en charge de l'infarctus cérébral. Pourquoi finalement les choses vont très vite actuellement? C'est que cette pénombre à sauver, cette zone entre la vie et la mort, on tente de la sauver pour éviter du handicap et on tente de la sauver sur des fenêtres thérapeutiques les plus longues qu'elles soient. Et aujourd'hui, ça va être l'objet de cette présentation, faut retenir qu'un patient qui présente un accident vasculaire est une urgence médicale. On doit se poser la question de la revascularisation dans les 24 heures du déficit. Alors qu'il y a quelques années, quand je parlais dans ce congrès, je disais finalement que tout se jouait dans les 6 premières heures, et aujourd'hui, c'est vraiment dans les 24 premières heures qu'il va falloir considérer l'urgence de revascularisation. Mon topo va être le suivant. Tout d'abord, pour aller vite, il faut savoir dépister, puis évaluer le patient à partir de la clinique. Il va falloir également diagnostiquer. Est-ce bien un infarctus cérébral dont on est en train de parler? Et ça, avec l'imagerie, avec des imageries, on va le voir, qui se complexifient. Et enfin, parler de traitement avec la revascularisation. Michael Mazighi nous parlera de la thrombectomie, j'en dirai quelques mots, et le contrôle des axos. Dépister l'accident vasculaire, il existe de nombreuses échelles qui sont utilisées soit par des ambulanciers, notamment dans les équipes américaines, soit par des médecins en préhospitalier, soit aux urgences. Et donc, il y a un panel de scores dont on se pose toujours la question, est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre pour prédire l'accident vasculaire? Une revue de Cochrane récente s'est intéressée à 23 études portant sur ces différentes échelles de prédiction de l'accident vasculaire. Sur ces 23 études, 8 d'entre elles comparaient 2 à 2 minimum ces différents scores. Était utilisé le score de CPS, qui est un score extrêmement simple, le Rosier, un peu plus compliqué, où on va intégrer des signes d'accident, notamment vertébro-basilaires, le FAST, le LAPS, et puis d'autres encore. Sur ces différents scores, donc les auteurs en fait veulent mettre en évidence un score mieux que l'autre, et ils attirent d'emblée notre attention sur le fait que cette littérature est finalement difficile à interpréter compte tenu de nombreux biais de sélection des patients, compte tenu de méthodologies extrêmement discutables, et que finalement il est difficile de savoir s'il y en a un meilleur que l'autre à utiliser pour dépister l'accident vasculaire. Néanmoins, leur conclusion, c'est de dire que le CPS, qui a un signe qui est 2 items, hein, c'est un bras qui tombe, et la bouche de travers pour l'APF, a un intérêt en préhospitalier par des paramédics, qui est la meilleure sensibilité, une spécificité pour le coup très faible, et que le Rosier reste probablement un des meilleures échelles qu'il va falloir encore étudier, mais qui se profile comme étant probablement une des plus sensibles, en tous les cas une des plus spécifiques. Mais là encore, difficile aujourd'hui de trancher. Qu'est-ce que nous disent les recommandations? Les recommandations nous disent, qu'elles soient américaines ou européennes, qu'il faut en tous les cas utiliser l'un de ces échelles, que ce soit en préhospitalier, aux urgences, et s'approprier ce score pour dépister au mieux l'accident vasculaire. Une fois que le patient est suspecté d'accident vasculaire, il est plégique devant nous, on ne connaît pas la nature de son accident vasculaire, on sait que dans 80% des cas, c'est probablement ischémique. Il va falloir évaluer cette gravité. Pourquoi? Parce qu'avec le NIHSS, pourquoi? Parce que ça va permettre de guider la thérapeutique. On sait aujourd'hui qu'il y a des thérapeutiques qui vont être proposées chez des patients ayant un IHSS entre 0 et 5, d'autres au-delà de 5, et puis des accidents graves avec des NIHSS supérieurs à 20, où il va falloir considérer d'autres facteurs pour prendre la décision de la thérapeutique. Ça a un intérêt pronostique également
majeur. C'est-à-dire que quand vous recevez le patient, vous pouvez déjà avoir une idée en fonction de son score initial, avant tout traitement, de son autonomie qu'on évalue par le score de Rankins à 3 mois. Enfin, le suivi aussi va être très important par le NIHSS. Souvent, quand je suis appelée par vos collègues, on me dit le patient s'aggrave ou le patient s'améliore. C'est une définition. Un patient qui s'aggrave, c'est un patient qui prend 4 points au score NIHSS, et un patient qui s'améliore, c'est un patient qui a 4 points en moins sur l'échelle de NIHSS. Donc, ce qui nous permet de suivre extrêmement précisément nos patients. Maintenant, quelle imagerie faire? Et là, avec les nouveautés de la prise en charge extrêmement récente, le type d'imagerie va être conditionné par la fenêtre thérapeutique, par le moment dans lequel vous voyez votre patient par rapport au début des symptômes. Le patient a fait un déficit neurologique brutal. Si nous sommes, et donc on va devoir répondre à 2 questions. Ce patient est-il éligible à la thrombolyse et ou éligible à la thrombectomie? Pour répondre à ces questions, donc l'imagerie va nous le permettre, mais avec des imageries différentes en fonction de ces fenêtres thérapeutiques. Dans les 4h30, une imagerie de parenchyme simple associée à des artères intracrâniennes, que ce soit par scanner ou par IRM, doivent permettre de dire si oui ou non le patient est éligible à une thrombolyse et ou une thrombectomie. Depuis plus récemment, on sait, et on va le voir, que la thrombolyse s'étend jusqu'à 9 heures, avec cette fois, bien sûr qu'il va falloir voir le parenchyme, qu'il va falloir voir les artères pour savoir s'il y a une occlusion ou pas, mais il va falloir, et on introduit le concept d'imagerie avancée, de mismatch pénombral, c'est-à-dire d'évaluer cette fameuse zone dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre la vie et la mort, pour voir s'il y a encore un intérêt à proposer un traitement aux patients dans cette fenêtre thérapeutique au-delà des 4h30. Une autre question qu'on peut se poser, c'est que finalement, je ne connais pas l'heure de début de mon patient. Et dans ce cas, je vais pouvoir répondre encore une fois à la question de la thrombolyse sur des critères de mismatch de perfusion, comme nous venons de le voir, mais également, on peut rajouter la notion de mismatch diffusion-flair. C'est une imagerie simple, sans perfusion cérébrale, mais qui, avec le flair, nous permet de dater l'accident vasculaire pour lequel, dans cette configuration, on ne connaît pas l'heure de début, c'est volonté les AVC du réveil. Enfin, au-delà de cette échelle, au-delà des 6-9 heures, le patient n'est plus, au-delà de 9 heures, éligible à la thrombolyse, mais on va se poser la question de la thrombectomie. Michael nous en parlera tout à l'heure, mais il va falloir répondre à cette question entre 9 heures et 24 heures, avec là encore une imagerie avancée de type imagerie de perfusion ou mismatch diffusion flair. Traiter l'infarctus, la revascularisation bien sûr, le contrôle des axos sur lesquels je ne m'étendrai pas vu le temps. Ce qu'il faut retenir, et on l'a vu dans les 4h30, le traitement est extrêmement codifié de la prise en charge de l'accident ischémique. Un patient sur une imagerie simple, un parenchyme et des artères, occlusion ou pas, nous allons pouvoir prendre la décision d'une thrombolyse intraveineuse dans les 4h30 associée à une thrombectomie dans les moins de 6 heures. Et le fait d'avoir ce bridging thérapeutique, il y a 2 fois plus de patients autonomes à 3 mois plutôt qu'une thrombolyse intraveineuse seule, et c'est la grande révolution depuis ces dernières années. Mais que se passe-t-il? Alors, avant de dire ce qui va se passer au-delà des 4h30, je rappelle simplement, à l'heure où on est en train de dire que la fenêtre thérapeutique ne cesse de s'élargir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la précocité de la thrombolyse intraveineuse est très importante. Ce n'est pas parce qu'on a 4h30 que l'efficacité de cette thrombolyse est valable au même temps. On sait que tout va se jouer pour la thrombolyse dans les 90 minutes du déficit neurologique. C'est dire combien plus le patient arrive tôt, plus il faut se poser la question de savoir de l'éligibilité à cette thrombolyse. Et si un patient est thrombolysé à gravité égale à moins de 90 minutes versus à plus de 90 minutes, il y a 2 fois moins de handicap à 3 mois. Pour la fenêtre thérapeutique des 4h30, 9h, et c'est les grandes avancées de ces dernières années, Campwell a proposé une revue systématique et la méta-analyse des essais randomisés de la thrombolyse intraveineuse versus placebo ou traitement médical, en reprenant tous les accidents ischémiques thrombolysés tardivement, entre 4h05 et 9h, ou sur des accidents du réveil pour lesquels nous ne connaissons pas l'heure de début. L'imagerie
qui était utilisée dans ces études était une imagerie de perfusion. 3 essais étaient étudiés, étaient rapportés, Extent, ECAS et Epithète. 414 patients ont été inclus avec comme critère d'évaluation le Rankins de 0,1. Le Rankins de 0,1, c'est j'ai tout récupéré, j'ai même repris mon boulot, j'ai peut-être 3 fourmis dans la main, mais j'ai aucun handicap à 3 mois. Je vous ne présente pas les résultats sous cette forme, mais plutôt un sous-groupe de patients qui a été rapporté par le groupe de Lezo de Berge au moment d'écrire les guidelines et qui s'est intéressé spécifiquement à ce groupe de patients entre 4h30 et 9h, c'est-à-dire qu'on a enlevé les accidents du réveil. Je vous rappelle qu'ils étaient poolés dans cette étude. Et ce qu'on voit chez des patients thrombolysés tardivement, entre 4h30 et 9h, sur des critères d'imagerie, en utilisant une imagerie de perfusion, il y a un bénéfice à cette thrombolyse tardive. L'autre question, c'est qu'en est-il? Faut-il thrombolyser les accidents du réveil? Là encore, l'équipe de Thomas rapporte de nouveau cette revue systématique et la méta-analyse, avec cette fois d'autres essais, Wake Up et Toes, qui s'étaient intéressés à des critères de mismatch diffusion-flair, dont on a parlé tout à l'heure, et des critères de perfusion. 843 patients ont été inclus, avec toujours le même critère principal qui est la reprise de l'autonomie parfaite à 3 mois. Ce qu'on voit sur ces images, sur ces thrombolyses tardives parce qu'en tous les cas du réveil, qui répondent à certains critères de mismatch, on voit qu'on a été efficace en critères d'autonomie, 47% de patients autonomes dans le groupe de thrombolysés tardives versus 39%, sans pour autant, vous voyez qu'il y a un petit peu d'hémorragie symptomatique, 3% versus moins de 1%, mais les 3%, c'est ce qu'on connaît de nos patients thrombolysés dans la fenêtre thérapeutique des 4h30. Donc c'était totalement attendu. Au vu de ces résultats, Lezo a publié il y a quelques mois les nouvelles recommandations de la thrombolyse dans l'European Stroke Journal, en reprenant, disant qu'effectivement, sur des critères de mismatch de perfusion ou des critères de mismatch diffusion-flair, le patient pouvait bénéficier d'une thrombolyse entre 4h30 et 9h ou les patients du réveil. Et cette review publiée il y a quelques semaines dans le JAMA 2021 ne fait que résumer ce que je viens de vous dire. La dernière question, c'est finalement, existe-t-il pas un autre thrombolytise, un peu comme les cardiologues finalement, qui utilisent le tenectéplase. Le tenectéplase a un grand intérêt, c'est qu'il a une demi-vie d'élimination beaucoup plus longue. Et donc, en fait, le mode d'administration, c'est un one-shot, c'est vraiment une injection unique, contrairement à l'altéplase, qui est une seringue sur 1 heure. 2 études très récentes, l'Extent IA tenectéplase, c'était une étude donc, qui s'intéressait à des patients qui étaient vus dans les moins de 6 heures, éligibles à une thrombectomie et également une thrombolyse. On randomisait en 2 bas, thrombolyse versus par altéplase, comparé à une thrombolyse versus altéplase. Encore une fois, c'est tous des patients qui avaient une occlusion proximale et pour qui on partait en thrombectomie. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le bras tenectéplase, il y avait 2 fois plus. Le critère de jugement n'était pas l'autonomie en critère principal, mais des critères de reperfusion. Et on voit qu'il y a 2 fois plus de patients qui ont été reperfusés. Le territoire reperfusé est 2 fois plus important dans le bras tenectéplase en comparaison avec le bras altéplase, et on a gagné un point de Rankins. Pour le tenectéplase, l'étude que je viens de vous montrer s'intéressait à la dose de 0,25 mg kg, et ce qui reste toujours, il y avait Nordtest et Attest qui avaient essayé d'étudier la dose finalement qu'il fallait utiliser. On avait besoin de nouveau de comparer, est-ce que 0,40 faisait mieux que 0,25? C'est l'étude, je vais passer très vite, de Extent IA tenectéplase partie 2, randomisé 2 bras, 150 dans chaque bras, ils ont tous une occlusion proximale, ils partent tout en thrombectomie. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune différence si l'on compare ces 2 doses sur l'autonomie, sur les hémorragies intracrâniennes et sur la reperfusion, ce qui a fait donc émis des recommandations
qui est de dire, dans les moins de 4h30 sur l'imagerie telle qu'on classique, l'altéplase doit être utilisé plus que les tenectéplases. Par contre, dans ces 6 heures, quand il s'agit de partir en thrombectomie, que le patient est éligible, dans ce cas-là, on se réfère à ces résultats d'études de tenectéplase. Enfin, et dans les quelques secondes qui me restent, bien sûr, il va falloir, mais ça c'est des guidelines qu'on connaît, il n'y a pas grande recommandation nouvelle sur le traitement des axoses, que ce soit être vigilant sur la glycémie, sur l'hypertension artérielle. Un dernier papier publié il y a 15 jours notamment qui s'intéresse à la cible de la tension dans les patients recanalisés par thrombectomie, finalement ne montre pas forcément d'intérêt à un contrôle extrêmement strict, mais je n'ai pas le temps de développer plus que ça. Donc, pour finir, et vous l'avez compris, chaque minute compte. Il est extrêmement important de savoir dépister. Et je dirais même en salle de réveil, notamment pour ceux qui travaillent au bloc, l'infirmière doit être formée à ces scores de dépistage extrêmement faciles à utiliser. L'évaluation clinique est capitale pour décider de la stratégie thérapeutique qui dépend elle-même des outils dont on dispose en fonction de l'imagerie. Je vous remercie de votre attention.